Les images que vous observez actuellement n'ont au premier regard absolument rien d'inquiétant. On y voit simplement une jeune femme de 25 ans dans les escalators d'un grand magasin de Sydney en Australie, quelques sacs de shopping à la main. On la voit traverser ensuite une gare très fréquentée, tenir une boisson à emporter, se fondre dans le mouvement ordinaire d'une grande ville et continuer sa journée comme des milliers d'autres personnes autour d'elle, sans savoir que ces quelques secondes, filmées presque par hasard par des caméras de surveillance, vont devenir ses derniers instants de vie. Parce qu'après ça, plus personne n'entend parler d'elle pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que son corps soit découvert par hasard. Alors que lui est-il arrivé ? Comment une jeune femme sans histoire peut être assassinée subitement ? Qui a voulu cacher le crime ? Encore une fois, vous allez voir que l'issue de cette affaire nous montre que la vérité n'est jamais très loin. Cette jeune femme s'appelle Meng Mei Leng, mais en Australie, tout le monde l'appelle Michelle. Elle est née à Chengdu, en Chine, une grande ville du Sichuan, très loin de Sydney, très loin de cette côte australienne, où son corps sera donc retrouvé quelques années plus tard. Michelle, pour la décrire, est enfant unique, et après la mort de son père en 2008, elle et sa mère deviennent encore plus proches, comme si cette disparition avait resserré autour d'elle un lien déjà très fort. Un lien fait d'amour, de protection, d'inquiétude, mais aussi de confiance. Parce que sa mère sait que sa fille est déterminée, qu'elle veut avancer dans la vie, qu'elle veut réussir, et même si l'idée de la voir partir loin, dans un pays situé à des milliers de kilomètres, provoque forcément une forme d'angoisse, elle est aussi profondément fière de la voir prendre son destin en main. En 2011, Michelle prend donc la décision courageuse de quitter Chengdu pour partir étudier en Australie. Et ce départ représente un immense sacrifice familial parce que sa mère investit tout ce qu'elle peut pour lui permettre de réaliser ce rêve. Financièrement notamment, elle est convaincue que sa fille a les capacités, la volonté et l'intelligence pour réussir loin de chez elle, dans un pays où elle va devoir apprendre à se repérer, à vivre autrement, à faire ses preuves et à trouver sa place dans une société qui n'est pas celle de son enfance. C'est en Australie donc que Meng Mei devient Michelle. C'est un prénom plus facile à utiliser au quotidien, un prénom qui l'accompagne dans ses études, dans ses relations, dans sa vie de jeune femme installée à Sydney. Mais derrière ce prénom, il y a toujours la même personne, une étudiante chinoise de 25 ans, décrite comme sérieuse, responsable, douce, attentive aux autres, très proche de ses amis. Et surtout très liée à sa mère, encore une fois, qui est restée en Chine. Quand Michelle arrive en Australie, elle a la ferme envie de se former, de réussir, de continuer à apprendre la langue qu'elle avait déjà étudiée en Chine. Elle commence à étudier à l'université de technologie de Sydney. Elle obtient un diplôme, puis elle poursuit son parcours dans le domaine de l'interprétation et de la traduction. À Sydney, Michelle n'est pas totalement perdue, puisqu'elle vit à Campsie, dans le sud-ouest de la ville, chez sa tante dont le prénom n'a jamais été dévoilé, et son oncle par alliance, donc le mari de sa tante, qui s'appelle Derek, avec leur enfant. Et sur le papier, c'est rassurant pour Michelle, parce que quand elle rentre le soir, elle se sent comme chez elle, elle peut discuter, échanger, elle trouve son équilibre, et puis au fur et à mesure du temps, elle commence à envoyer de l'argent à sa mère, preuve que elle fait aussi ça pour aider sa mère qui est restée en Chine. En 2016, Michelle vit donc en Australie depuis maintenant 5 ans. Elle a réussi à se créer un cercle d'amis solides, elle aime sa vie sur place, elle réussit plutôt correctement dans ses études, elle est active sur les réseaux sociaux, elle échange régulièrement avec ses proches, sauf qu'un jour, elle ne donne plus de nouvelles et elle est injoignable comme si elle s'était volatilisée. C'est sa tante
qui va donner l'alerte lorsqu'elle rentre d'un week-end, un week-end qu'elle a passé à l'extérieur, notamment à travailler, et découvre en fait en rentrant que Michel n'est pas rentré du tout du week-end. Il n'y a eu aucun mouvement, aucune preuve qu'elle est passée par la maison. Elle essaie de la joindre à plusieurs reprises, mais rien. Alors, elle se rend immédiatement au commissariat avec son mari Derek, et les enquêteurs s'emparent de cette affaire qu'ils considèrent au tout départ comme pas urgente, mais ils se posent quand même cette question: à quel moment Michel a-t-elle cessé de donner des signes de vie puisqu'elle est signalée comme disparue? Ils comprennent que c'est le jeudi 21 avril 2016 en fin d'après-midi qu'elle a cessé toute communication. Ils savent que dans la soirée, elle parle encore avec des amis jusqu'à la fin de l'après-midi ou le début de soirée, et le lendemain matin, Michel n'apparaît pas sur le campus. Elle ne répond pas à ses amis qui essaient de la joindre, et les autres étudiants commencent à s'inquiéter avant l'attente de Michel. Alors, les policiers décident de revenir sur cette journée du fameux jeudi. Qu'a-t-elle fait? Où est-elle allée? Et c'est grâce aux images de vidéosurveillance qu'ils arrivent à retracer ses derniers mouvements. Arrêtons-nous donc sur le jeudi 21 avril 2016. Ce jour-là, on se rend compte que Michel passe une partie de sa journée à Sydney. C'est une ville qui bouge, Sydney. Elle retrouve quelques amis en milieu d'après-midi avant de leur dire qu'elle va faire quelques achats toute seule. Ses amis confirment qu'elle est montée dans un bus devant l'Université de technologie de Sydney pour se rendre au Pitt Street Mall, où elle flâne seule dans les boutiques et achète quelques articles. Et selon ceux qui l'ont croisée ce jour-là, rien dans son attitude ne paraît étrange. Rien ne laisse penser qu'elle est inquiète, bouleversée, menacée ou qu'elle a prévu de faire quelque chose d'inhabituel. Les caméras de surveillance du magasin Mayer à Pitt Street la filment vers 15h, regardez, vêtue d'un haut gris à manches longues, d'un jean ou d'un pantalon sombre, avec un sac à l'épaule, ses sacs de shopping à la main. Les enquêteurs sur ces images cherchent un détail, un regard en arrière, une hésitation peut-être, une présence étrange autour d'elle, quelque chose qui permettrait de comprendre, mais rien qui saute aux yeux, seulement Michel qui emprunte les escalators. Un peu plus tard, Michel achète une boisson qu'elle tient dans sa main, puis une autre caméra la capte à la station St. James, toujours avec ses sacs, toujours avec cette boisson à emporter, et on la voit franchir les tourniquets pour prendre le train vers Campsie, c'est prévu, où elle arrive autour de 16h30, ce qui devient là le dernier repère visuel de Michel, c'est la dernière image. Quand sa disparition est signalée, nous sommes 4 jours après ces images. On sait qu'elle a quitté ses amis, qu'elle a fait du shopping à Pitt Street Mall, qu'elle a été filmée dans le magasin Mayer, qu'elle est passée par St. James Station, qu'elle a pris le train et qu'elle est arrivée à Campsie vers 16h30. On imagine qu'elle s'est dirigée vers là où elle vit. Mais ce que les enquêteurs ne savent pas encore, c'est ce qui se passe réellement ensuite, parce que oui, on pense qu'elle s'est rendue chez elle, mais il y a une zone d'ombre qui oblige les policiers à envisager plusieurs scénarios. Le tournant de cette affaire arrive le dimanche 24 avril 2016. Nous sommes à plus de 100 km de Sydney, sur la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud, dans une zone rocheuse qui est appelée Sniper Point. Un touriste qui se promène dans le secteur aperçoit quelque chose ou quelqu'un en train de flotter dans l'eau, et en se rapprochant, en regardant de plus près, il comprend que la personne n'est pas en train de nager parce qu'elle est face contre l'eau, immobile, et tout indique que le corps, en tout cas que la personne, est morte. La victime, c'est une jeune femme. Elle est retrouvée entièrement nue, couverte de coups de couteau, avec une blessure mortelle au niveau de la gorge et des signes qui laissent penser qu'elle s'est battue en tout cas de toutes ses forces contre son agresseur. À ce stade, la police ne sait pas encore officiellement qui est la victime. Alors il y a une description qui est diffusée, qui est partagée
sur les réseaux sociaux. On a une femme asiatique âgée d'environ 25 à 35 ans, c'est ce que disent les affiches, de corpulence moyenne avec des cheveux noirs mi-longs, sans tatouage distinctif ni cicatrice particulière. Et comme tous ses bijoux ont été retirés, comme son corps est complètement nu, comme rien ne permet de l'identifier immédiatement, eh bien, la brigade criminelle diffuse une image générée par ordinateur. C'est un portrait destiné à alerter le public. Et lorsque l'affaire commence à être médiatisée, notamment dans la communauté chinoise d'Australie, des internautes font rapidement le lien entre cette jeune femme inconnue qui a été retrouvée dans l'eau et Michel, qui n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. L'identification par ADN tombe quelques heures après. La femme retrouvée à Sniper Point est bien Meng Mei Michelle Leng. Les blessures constatées sur son corps montrent qu'elle a été victime d'une attaque d'une violence extrême, avec près de 40 coups de couteau. Pour les enquêteurs, le corps a été déplacé jusqu'ici. Comment Michelle, qui est filmée à Sydney le jeudi après-midi, qui rentre vers Kempsey, qui communique encore dans la soirée, peut-elle être retrouvée morte 3 jours plus tard, dans la mer, loin de son quotidien, loin de son quartier? L'enquête est confiée à des policiers spécialisés qui reprennent méthodiquement tous les éléments disponibles, ceux qu'on a vus, les images de vidéosurveillance, les communications, les mouvements du téléphone, les témoignages des proches, les habitudes de Michel, son environnement familial aussi, et peu à peu, il y a une donnée technique qui attire l'attention. Parce que son téléphone est localisé dans une zone proche de Doyalson, non loin de là où son corps a été retrouvé, Sniper Point, peu avant la découverte du corps. Ce qui permet de relier matériellement la disparition de Michel à la zone où son corps est retrouvé. Bon, ça n'apporte rien de plus, mais on a cette confirmation. Et surtout, on a un autre élément qui va permettre aux enquêteurs d'avancer encore plus vite. C'est une voiture qui est filmée justement dans cette zone par une caméra, encore une fois, alors qu'elle entre dans le parc national, là où a borné le téléphone, environ 4 heures avant la découverte du corps de Michel. Et à partir du modèle de la voiture, puisqu'ils arrivent à découvrir tout ça, et à partir de la plaque d'immatriculation, ils mettent un nom à la personne qui conduit cette voiture, donc qui est donc proche de la zone de là où on a retrouvé le corps. C'est Derek Barrett, le mari de la tante de Michel, chez qui elle loge depuis son arrivée à Sydney. Et c'est pas tout, parce qu'il y a une autre séquence glaçante. Les caméras d'une station-service à Kempsey captent Derek Barrett dans la matinée du 24 avril, alors qu'il s'arrête calmement avant de reprendre la route vers Sniper Point. Il n'a pas l'air paniqué sur les images, alors que, selon les éléments de l'enquête, le corps de Michel est déjà dans le véhicule, enveloppé dans du plastique, en route vers l'endroit où il va être abandonné. Ça veut dire que l'image que vous voyez là, l'image de Derek, est très importante. Les enquêteurs imaginent que c'est lui qui est à l'origine de la mort de Michel et qu'à ce moment-là, elle est dans la voiture, elle est déjà morte et il se prépare à transporter son corps dans la zone où on va la retrouver. Derek Barrett, on va le présenter. Il a 27 ans, il est marié à la tante de Michel, il vit dans la maison de Kempsey avec elle. Il y a leur enfant aussi qui est là, on l'a dit tout à l'heure, il a travaillé dans l'informatique, il est sans emploi depuis longtemps. Et il possède des liens avec la zone de la côte centrale, là où on a retrouvé le corps, notamment près de Guandalan. C'est une localité située non loin de Sniper Point, ce qui, dans le contexte de l'enquête, devient évidemment un élément que les policiers ne peuvent pas ignorer. Lorsque les enquêteurs examinent le téléphone de Derek, ils découvrent des images très troublantes et choquantes, écoutez bien, des photos prises à son insu, dans la vie quotidienne, dans la salle de bain, dans les toilettes. Et puis, les policiers avancent le temps sur les photos. Et plus ils avancent le temps, plus ils arrivent à l'horreur et aux preuves. Des photos de Michel ligoté et bâillonné sur son lit, avec du ruban adhésif et un tissu blanc autour de la bouche. La police dira plus tard que l'expression visible sur son visage est une image impossible à oublier, parce qu'elle capture non seulement la violence
de la situation, mais aussi la terreur d'une jeune femme qui comprend que l'homme face à elle ne représente plus aucune limite. La police pense, en se basant sur la chronologie établie par les vidéos de surveillance, le moment où Michelle est retrouvée, les données téléphoniques de Michelle et celles de Derek, qu'elle a été attaquée en fait presque aussitôt après être rentrée chez elle ce jeudi 21 avril. Alors que la maison est vide, puis elle a été retenue dans sa chambre, agressée. À ce moment-là, la tante de Michelle n'est pas là, elle est en déplacement. À un moment donné, alors que Michelle est encore en vie, eh bien, son cousin est rentré à la maison, sans se douter évidemment que Michelle est retenue prisonnière à seulement quelques mètres de lui dans sa chambre. Ce détail est absolument glaçant. La police ignore combien de temps Derek garde Michelle en vie, mais ce que les enquêteurs peuvent établir, c'est qu'entre 16h45, le jeudi 21 avril, et 10h30, le dimanche 24 avril, Derek Barrett tue Michelle, enveloppe son corps dans du plastique, prend la route vers Sniper Point, s'arrête en chemin pour acheter quelques snacks, puis poursuit jusqu'au blowhole où il jette son corps depuis la falaise. Pendant que l'enquête avance et que Derek Barrett est arrêté, il faut bien comprendre que la famille de Michelle, elle, tombe littéralement sous le choc. Il y a un premier choc, c'est celui de sa mère qui est toujours en Chine quand elle reçoit au compte-gouttes, en plus de ça, avec le décalage horaire, toutes ces informations. Elle est dévastée parce qu'elle apprend au tout départ que sa fille ne donne plus de nouvelles. Après, on va plus loin en disant qu'elle a potentiellement disparu, qu'il s'est potentiellement passé quelque chose. Et puis 4 jours plus tard, en plus, elle, c'est dans la nuit, quand elle apprend la nouvelle, on retrouve le corps de sa fille, elle a été tuée. Le deuxième choc, c'est celui de la tante de Michelle, la femme de Derek, qui tombe de très très haut. Elle est détruite, elle aussi. Elle vivait avec Derek Barrett. Elle partageait sa vie. Elle a laissé entrer Michelle dans ce foyer qu'elle pensait un foyer sécurisé. Et que maintenant, elle doit vivre avec cette question terrible, cette question qui ronge les proches dans beaucoup d'affaires criminelles. Est-ce que quelque chose aurait été différent si j'avais été là avant, si je n'étais pas parti en déplacement, si j'étais rentré plus tôt, si j'avais compris aussi peut-être quelque chose, mais je n'ai rien vu. Derek Barrett se voit refuser la liberté sous caution. Il reste très silencieux lors de sa première comparution, tandis que les faits sont lus devant le tribunal, puis dans les mois qui suivent, alors que les charges s'accumulent, son avocat affirme qu'il supporte très mal la détention, qu'il nie les accusations et qu'il est bouleversé. Mais cette posture va progressivement s'effondrer face aux preuves, aux images terribles, aux données téléphoniques et à la violence des éléments retrouvés par les enquêteurs. 18 mois plus tard, en décembre 2017, Derek Barrett finit par plaider coupable du meurtre de Michelle, ainsi que de 21 autres infractions, dont 19 chefs liés au fait d'avoir filmé Michelle, ainsi que des faits de séquestration, avec intention d'obtenir un avantage sexuel. Devant la cour, Derek tente de présenter une version où la drogue aurait joué un rôle majeur dans son comportement, où ses souvenirs seraient fragmentaires, où il ne serait pas en mesure de restituer clairement tout ce qui s'est passé. Et il affirme notamment ne se souvenir de presque rien de ce week-end-là, à l'exception d'une image de son visage dans un miroir et de sang dans un lavabo, mais c'est tout. La juge rejette cette explication parce qu'elle considère que son comportement, après les faits, montre qu'il comprend ce qu'il fait, qu'il agit pour cacher, déplacer, abandonner, et qu'il ne s'agit pas simplement d'un homme perdu dans un état d'inconscience totale. Un psychologue judiciaire déclare également au tribunal que selon lui, Derek Barrett simule une amnésie pour éviter d'assumer ses responsabilités, que l'affirmation d'une addiction aux drogues ne lui paraît pas crédible et qu'il montre un manque total de compréhension de ses crimes ainsi qu'un manque d'empathie envers Michelle et sa famille. Derek va ensuite écrire une lettre à la mère de Michelle. Dans cette lettre, il explique qu'il ne peut qu'imaginer ce qu'elle traverse, qu'il voudrait pouvoir revenir en arrière, qu'il a laissé ses propres problèmes envahir le foyer familial, qu'il pleure la nuit, qu'il fait encore des cauchemars, bah oui le pauvre, qu'il a tout perdu à cause d'un week-end stupide, et qu'il se dégoûte lui-même après avoir trahi sa famille, et celle de Michelle. Mais la juge, qui s'appelle Helen Wilson, ne croit pas à ces paroles, parce qu'elle estime qu'à la barre, Derek Barrett donne l'impression de jouer un rôle
et de dire ce qu'il pense devoir dire pour donner la meilleure image possible de lui-même. Le 15 décembre 2017, Derek Barrett est condamné à 46 ans de prison avec une période minimale de détention de 34 ans et 6 mois, ce qui signifie qu'il ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant plusieurs décennies. Mais malgré cette lourde peine, la famille de Michel espérait la prison à vie, parce que pour elle, l'horreur du crime, la vulnérabilité de Michel, la confiance trahie et la nature même des actes justifiaient que Derek Barrett ne puisse jamais ressortir. Alors que l'on pourrait croire l'affaire terminée après la condamnation de 2017, il y a un nouveau rebondissement qui va survenir plusieurs années plus tard, en novembre 2019, lorsqu'une femme âgée, confinée chez elle et atteinte de démence, est retrouvée par sa fille assise à la table de la cuisine avec une clé USB robuste et étanche entre les mains, sans pouvoir expliquer comment elle l'a obtenue. La fille de cette femme pense d'abord qu'il s'agit peut-être d'un objet banal, puis elle branche cette clé sur son ordinateur pour voir ce qu'il y a dedans, et là elle va découvrir des images si choquantes qu'elle appelle immédiatement la police, parce que la clé contient 9 fichiers vidéo pour une durée totale de plus d'1 heure, ainsi que 13 photos. Et ces fichiers montrent Derek Barrett et Michel dans des scènes qui révèlent encore davantage l'ampleur des violences commises avant sa mort. Je vais essayer de rester très sobre parce que les détails complets sont insoutenables et qu'ils n'ont pas besoin d'être décrits pour que l'on comprenne la gravité des faits, mais il faut dire que ces vidéos montrent Michel retenue prisonnière, attachée, agressée, humiliée, avec des mains liées, si serrées qu'elles sont gonflées et violettes sur les images, et qu'à un moment, Derek utilise un grand couteau pour couper le ruban adhésif avant de la rattacher et de poursuivre son agression. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous laisse imaginer l'horreur de cette scène. La clé USB fait d'autres révélations, notamment que Derek avait filmé Michel et une autre jeune femme de la famille sur une certaine période avant le meurtre, notamment dans des moments d'intimité lorsqu'elles prenaient leur douche ou lorsqu'elles dormaient. Ce qui confirme encore davantage que son comportement prédateur ne commence pas le jour du crime, mais qu'il s'inscrit dans une obsession sexuelle croissante et dans une violation répétée de l'intimité des femmes qui vivaient ou passaient dans ce foyer. La police parvient aussi à faire correspondre certaines photos avec des images que Derek avait supprimées de son téléphone quelques jours avant son arrestation, lorsqu'il tentait de dissimuler ses crimes. Un mystère demeure cependant autour de cette clé USB parce que la femme âgée qui la possède n'a aucun lien identifiable avec Derek Barrett, même si elle vit à quelques kilomètres de son ancienne maison. Personne ne parvient à expliquer vraiment comment cet objet, comment cette clé, comment ces preuves aussi graves ont pu se retrouver entre les mains de cette femme plusieurs années après le meurtre. Je pense, ça c'est mon humble conviction, que en fait la clé a certainement été jetée dans le quartier où elle a été perdue et que cette dame l'a probablement retrouvée. À la suite de cette découverte, 17 nouvelles accusations sont portées contre Derek Barrett, notamment pour agression sexuelle aggravée et attentat à la pudeur. La police rajoute quelque chose aussi, elle rappelle que la tante de Michel passait beaucoup de temps en déplacement pour son travail, on l'a dit, ce qui signifie qu'elle n'était pas souvent présente lorsque son mari commettait ses actes sans avoir la moindre idée de ce qui se passait réellement dans sa propre maison. Lorsque la mère de Michel reçoit l'appel concernant cette clé USB, elle dit aux médias avoir failli s'évanouir parce que la police lui a expliqué que les images montraient sa fille dans une souffrance et une humiliation extrême. Et elle raconte aussi que sa propre mère, donc la grand-mère de Michel, jusque-là en bonne santé, est plongée dans un tel chagrin après avoir appris ces nouveaux éléments qu'elle meurt peu après. Derek Barrett plaide coupable des 17 nouvelles infractions. Mais à la grande déception de la famille, il ne reçoit pas une nouvelle peine séparée qui s'ajouterait réellement à sa condamnation initiale, parce que la justice explique qu'il n'est pas possible de revenir totalement sur la peine prononcée en 2017, simplement parce que l'ampleur complète des preuves n'était pas encore connue à l'époque. La juge dit pourtant clairement que si l'étendue totale de ces crimes pervers avait été connue lors du premier procès, Derek Barrett
aurait probablement été condamnée à la prison à vie. Mais comme le cadre juridique ne permet pas de transformer entièrement la peine initiale, elle ajoute 20 années de prison supplémentaires qui doivent être purgées en même temps que la peine pour meurtre. Ce qui signifie que la durée globale de 46 ans reste inchangée. En revanche, 2 années sont ajoutées à sa période minimale de détention, ce qui repousse son éligibilité à une libération conditionnelle de 2050 à 2052. Et même si cela peut sembler très peu au regard de ce que la clé USB révèle, c'est la seule marge dont dispose alors la justice pour aggraver concrètement la situation de Derek Barrett. Aujourd'hui, lorsque l'on repense à l'affaire Michelle Leng, l'image qui reste, c'est celle d'une jeune femme dans les escalators d'un grand magasin de Sydney, avec ses sacs à la main, son haut gris, son pantalon foncé, ses baskets noires et blanches. Une jeune femme qui ne sait pas qu'elle est en train d'être filmée pour la dernière fois dans l'espace public. Une jeune femme qui fait simplement ce que chacun d'entre nous pourrait faire un après-midi ordinaire, avant de rentrer chez elle. Elle avait 25 ans, elle venait de Chengdu, elle était enfant unique, elle avait déjà perdu son père, elle était devenue le centre de la vie de sa mère, elle étudiait à Sydney donc, elle voulait construire son avenir, réussir dans la traduction et l'interprétation, envoyer de l'argent à sa famille, offrir à sa mère une vie plus confortable, et tout ça lui a été arraché par un homme qui a profité de la confiance familiale pour commettre l'irréparable. Pour sa mère, qui avait déjà perdu son mari donc avant de perdre sa fille unique, la mort de Michelle représente les heures les plus sombres de son existence, une douleur qui ne disparaît pas avec le temps. Alors, quand on regarde une dernière fois ces images de Michelle, parfois, le danger le plus effrayant n'est pas celui que l'on croise dans la rue, c'est celui que l'on croit déjà connaître. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager peut-être la chaîne autour de vous si vous voulez faire connaître toutes ces histoires, faire connaître ces destins tragiques et aussi faire connaître cette chaîne. Merci en tout cas pour votre soutien et merci pour votre respect, pour la plupart dans les commentaires, votre respect envers les victimes. Je vous souhaite une belle soirée, encore une fois, si vous regardez cette vidéo le mardi quand elle sort, puisque généralement, je sors les vidéos le mardi à 18h. De temps en temps, quand j'ai le temps de faire d'autres vidéos, j'en sors le jeudi. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!